procédure judiciaire dans ce dossier. Et donc la question se pose, est-ce que si ce n'était pas des enfants de la DAS, est-ce que si ce n'était pas des jeunes filles handicapées mentales, est-ce que tous ces couacs judiciaires finalement n'auraient pas eu lieu? Donc je vous laisse à cette interrogation. On compte donc 4 disparitions. Christine Marlot, 15 ans, Chantal Gras, 18 ans, Madeleine de Juste, 21 ans, Bernadette Lemoine,
sœur avait disparu. Et donc Pierre Maunoir trouve aussi un avocat qui est Maître Gonzalez de Gaspard pour ces familles, parce que l'objectif c'est que les familles portent plainte en tant que partie civile. L'avocat Maître Gonzalez de Gaspard, il dit tout de suite aux familles que comme ça s'est passé il y a beaucoup d'années, il va vraiment falloir se battre pour réussir à réouvrir le dossier. Et donc Pierre Maunoir, il se dit que pour un petit peu bouger la justice et donc ne pas risquer que le dossier ne soit jamais rouvert ou quoi, Pierre Maunoir il décide d'aller vers la presse. Donc d'abord il va aller voir les journalistes locaux de Lyon. Le truc c'est que les journalistes locaux, ils croient pas trop à cette histoire quoi. Et donc Maunoir comprend que tu vas pas pouvoir tirer grand chose d'eux. Et alors, début 1995, il va voir l'équipe de l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel sur TF1. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma première vidéo ASMR True Crime sur l'affaire John List qui était aux États-Unis, John List il avait été en cavale pendant très longtemps et il a été retrouvé grâce à une émission. Et bah c'est la même émission aux États-Unis et ça c'est l'adaptation française. Donc pour revenir à notre dossier, Pierre Maunoir donc va voir cette émission et là il tombe sur un journaliste qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Stéphane Manca. Vous verrez qu'au cours de ce dossier, il y a eu des gros couacs judiciaires comme je l'ai déjà dit, mais il y a eu des personnes qui ont vraiment été incroyables et qui ont vraiment permis de faire avancer ce dossier. Pierre Maunoir en fait partie et le journaliste Stéphane Manca également. Donc Stéphane Manca est journaliste et il promet d'aller directement sur place à Auxerre pour enquêter et c'est ce qu'il fait. Et donc là, quand il enquête, il découvre que ces filles à qui on avait marqué qu'elles avaient fugué, lui il se rend compte que c'est vraiment du n'importe quoi et qu'en fait c'est impossible qu'elle n'ait eu ne serait-ce que l'idée de fuguer. Parce que par exemple Christine qui avait 15 ans, elle avait 7 ans d'âge mental et c'est comme ça pour toutes les autres. Donc c'est pas possible qu'elles aient fugué. Stéphane Manca, il retrouve la sœur de Madeleine qui lui dit qu'elle avait passé des annonces dans le journal mais que la DAS lui avait dit que sa sœur était majeure, qu'elle pouvait aller où elle voulait et donc que ça ne servait à rien. Mais elle a toujours eu le sentiment qu'on avait kidnappé sa sœur. La dernière fois qu'on a vu Madeleine vivante, c'est quand elle allait prendre le car pour aller à l'IME. Le journaliste, il rencontre aussi la nourrice de Chantal qui raconte que le soir où elle a disparu, elle est rentrée à la maison, elle a posé son cartable et elle est partie se promener comme elle le faisait très souvent. Mais cette fois-ci, elle n'est pas rentrée. Le journaliste, il arrive aussi à voir la mère biologique de Chantal et là, c'est très très intéressant. Quand il parle avec la mère de Chantal, elle lui dit qu'elle n'a pas du tout été étonnée que Chantal parte. Donc il lui demande pourquoi et elle lui dit qu'elle n'a pas été étonnée parce qu'un jour, le chauffeur de car qui amenait donc sa fille jusqu'à l'IME, un jour ce chauffeur lui a dit que quand sa fille aurait 18 ans, elle partirait sûrement. Donc quand ça s'avérait vrai, limite elle s'y était préparée. Et donc Stéphane, le journaliste, et bah lui ça lui paraît très bizarre et dans sa tête ça fait tout de suite tilt. Et donc il demande à la mère de Chantal mais c'est quoi le nom de ce chauffeur de car et elle lui répond qu'il s'appelle Émile Louis. Et donc Émile Louis c'est lui le chauffeur de car qui amène les enfants de leur famille d'accueil à l'IME et le soir de l'IME à la famille d'accueil. Le journaliste Stéphane,
Françoise Lemoine, c'est la sœur d'une des filles qui avait déjà été disparue, donc Bernadette. Et elles sont toutes les trois disparues dans les mêmes conditions que les autres jeunes filles. Donc à ce moment-là, Stéphane, qui est donc journaliste pour l'émission de Jacques Pradel, retourne vers Jacques Pradel avec tous les éléments qu'il a récupérés. Et donc là, Jacques Pradel, il a assez de matière pour pouvoir ouvrir le dossier dans son émission Perdu de vue. Pierre Maunoir, qui est celui qui a fait la démarche d'aller les voir, il est sur le plateau et en direct, il découvre qu'il y a en fait 7 disparus et pas 4, donc ça le choque beaucoup. Et presque 20 ans après les disparitions de ces jeunes filles qui ont été complètement oubliées avec cette émission, et elles ne sont plus oubliées et ça relance complètement toute cette enquête. On se rend compte là en fait, parce que s'ils font l'émission, ça veut dire qu'ils ont assez d'éléments. Et donc s'ils ont assez d'éléments, ça veut dire que le dossier que les gendarmes avaient constitué était parfaitement constitué, qu'il y avait tous les éléments pour lancer une enquête. Et donc ça ne fait que mettre en lumière le fait que sur ce coup, le procureur a fait une grosse bêtise parce qu'il a fermé un dossier qui en fait n'aurait pas dû être fermé. Là, je vous ai raconté le début donc de ce dossier, du moment où il y a eu les disparitions, compris les moments d'oubli, et donc Pierre Maunoir qui relance finalement ce dossier. Je vais maintenant faire un léger retour en arrière dans le sens où, vous savez, ce fameux dossier que le gendarme a lu au téléphone à Stéphane, et en fait on va regarder un petit peu ce qu'il y avait dans ce dossier. Et donc je vais vous parler d'une nouvelle personne qui est aussi une personne qui a beaucoup fait pour ce dossier, c'est le gendarme Christian Chambert. Donc on va retourner un petit peu avant tout ça, avant l'émission, avant tout ça. Donc Christian Chambert, c'est le gendarme qui a conduit l'enquête préliminaire de 1984, la fameuse enquête qui a été lue à Stéphane au téléphone. Et donc ce gendarme Christian Chambert, c'est lui qui dans son rapport a montré qu'il y avait un problème avec le chauffeur de car. Ce qui l'a amené à dire qu'il y avait un problème avec lui, c'est quelque chose qui s'est passé en juillet 1981 au Rouret, donc en 81 au sud d'Auxerre. Il y a un agriculteur qui a trouvé un cadavre dans sa grange sous un tas de fumier. Donc l'agriculteur appelle les gendarmes et c'est Chambert qui prend le dossier en main. Quand il arrive sur place, donc le corps, il a les pieds et les poings liés, la bouche elle est bâillonnée avec un slip, et le corps, il suppose qu'il est là depuis longtemps parce que son état de décomposition est très avancé, et que d'ailleurs tellement avancé que ça empêche toute identification. Le seul indice qu'ils ont, c'est qu'il y a des vêtements féminins, ce qui leur laisse penser qu'il s'agissait d'une femme. Quelque temps après, Chambert, il apprend qu'une fille de la DAS, Sylviane Lesage, a disparu. Il compare le dossier dentaire de Sylviane avec le corps retrouvé et ça correspond, c'est bien elle. De là, il va un petit peu pousser son enquête et il va apprendre que cette Sylviane, elle avait une nourrice qui s'appelait Madame Pinotte.
presque sûr que Émile Louis a fait des attouchements à 2 enfants de la DAS et ce monsieur a dit à Émile Louis qu'il fallait qu'il se fasse suivre, et comme il voit bien que ça n'a pas été le cas, c'est pour ça qu'il va le dire aux gendarmes pour que ça s'arrête. Suite à ces déclarations, le 28 décembre 1981, Jambert il place Émile Louis en garde à vue. Il veut lui faire avouer les attouchements
fait, l'avocat, maître Comtales de Gaspard, il explique que porter plainte pour meurtre, ce serait se tirer une balle dans le pied finalement, et ce serait risquer fortement que le dossier soit enterré, et pour de bon, déjà que visiblement ça a l'air compliqué de faire avancer cette enquête. Ce serait une très mauvaise idée parce que comme il n'y a pas les corps, voilà, c'est sûr que le dossier ne passerait pas. Donc l'avocat González de Gaspard, il trouve une idée pour permettre que le dossier soit pris en compte. C'est que les familles portent plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire. Et donc ça sous-entend qu'en gros les familles, elles font, parce que les familles elles ont compris que les jeunes filles elles étaient mortes, voilà, elles le savent. Et en fait, en portant plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire, les familles font croire qu'elles pensent que les filles sont toujours en vie. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils essayent de relancer le truc. Alors le juge d'instruction d'Auxerre refuse de recevoir les familles, donc c'est encore un autre coup dur. Et encore pire que ça, 4 mois après, le dossier il est de nouveau enterré par le juge d'instruction, soi-disant que le dossier est trop ancien. Les familles elles font appel et heureusement l'instruction reprend. Donc vous voyez, pendant tout le dossier, on dirait qu'il n'y a que ça, le dossier il est enterré et il passe son temps à être enterré alors que il y a des informations, il y a de la matière pourtant. À ce moment-là, c'est une parenthèse mais qui a quand même son importance dans ce dossier. Le gendarme Christian Jambert décède. Alors il y a un petit mystère autour de sa mort parce que il se serait suicidé, il venait d'être à la retraite et apparemment il faisait une dépression. Mais il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a été assassiné parce qu'il en savait beaucoup trop justement sur cette affaire. Donc ils ont exhumé son cadavre et en faisant l'autopsie, il y a effectivement quelque chose d'étrange. Ils ont trouvé 2 balles dans sa tête. Normalement et logiquement, si quelqu'un se suicide, on devrait trouver une seule balle, pas 2. Mais l'enquête a fini par conclure que c'était vraiment bien un suicide. Et donc c'est le juge Lewandowski qui est chargé donc du dossier des disparus de Lyon. Et c'est très compliqué parce que déjà ça fait plusieurs années que ça s'est passé, donc c'est une première complication. Deuxièmement, le gendarme Jambert est décédé et c'était un témoin clé. Et puis cerise sur le gâteau, le rapport préliminaire d'enquête que Jambert avait fait a été égaré. On parle bien du rapport de 1984, celui de 7 pages, voilà, celui dont on a pas mal parlé, qui était une mine d'informations, ils l'ont perdu. Donc il faut tout reprendre à zéro. Donc le juge Lewandowski, il désigne 2 gendarmes qui travaillent à plein temps sur le dossier. D'abord il leur demande d'aller retrouver les filles qui étaient à l'IME en 79 en même temps que les filles qui ont disparu, en se disant qu'elles sauront peut-être quelque chose. Le truc c'est que à l'IME en 79, les filles là qui veulent retrouver pour leur poser des questions, elles étaient handicapées, en 79 handicapées mentales. Et donc des années après ça n'a pas changé, elles sont toujours handicapées mentales et elles sont dans l'incapacité de répondre aux questions. Donc ils vont chercher vers une autre piste, ils explorent la piste d'un réseau de prostitution. Est-ce que les filles elles auraient pas été séquestrées quelque part? Et cette piste là donne rien non plus. Et donc du coup ils reviennent à cette hypothèse d'Émile Louis. Et donc 19 ans après la première enquête, les gendarmes qui se repenchent sur l'enquête, ils arrivent au même constat qu'avait eu Jambert, c'est-à-dire que Émile Louis est le centre de toutes ces disparitions et du meurtre. C'est vraiment le point commun à tout. Problème, et c'est le même problème que Jambert avait eu, et donc on retourne toujours au même problème.
qu'il allait souvent pêcher au bord du Serein. Il avait un potager et il avait une cabane dans la forêt. Il retourne le potager, il trouve rien aux abords de la cabane et il ne trouve rien dans la rivière où il pêchait. Donc on arrive dans un point mort entre guillemets, dans le sens où ils sont sûrs de leur coup. Franchement, ils sont sûrs que c'est Émile Louis, mais ils n'arrivent pas à avoir des éléments concrets. Et là, il y a un témoin en fait qui sort un peu de nulle part et qui leur dit que en 1981, il a vu de ses yeux Émile creuser un trou dans un champ, et un trou d'au moins 1 mètre sur 1 mètre, pas très loin de son potager. Donc les gendarmes, ils vont creuser et là ils tombent sur des ossements et sur des semelles de chaussures. Mais en fait, après vérification, ce sont des os de mouton. Et là, les gendarmes, ils apprennent qu'en fait, avant d'être chauffeur de gare, Émile Louis, il était gardien au château de Villefargeau. Et donc, ils vont aussi regarder par là, mais toujours rien. En parallèle, pendant que tout ça se passe, Émile Louis, il est toujours à Draguignan, tranquillement. Et en fait, on sait pas trop si c'est qu'il est... pas que ça sent pas très bon pour lui. Dans le sens que... où il a vu l'émission et du coup, il se doute que l'enquête a été relancée, machin. Mais en vérité, même s'il a pas vu l'émission, il doit... Enfin, c'est sûr qu'il est au courant parce qu'il y a plein de journalistes en fait qui sont devant chez lui toute la journée. Et donc parfois il les envoie bouler et puis parfois il les... pas carrément, parfois il donne des interviews. Et un jour, c'est Stéphane Minca, le journaliste dont on parlait avant de Perdu de vue, qui va sonner chez lui. Alors faut savoir que quand il acceptait de donner des interviews à certains journalistes, c'était toujours la même chose qu'il disait. En gros, il disait que c'était un coup monté, que c'est la mafia qui avait enlevé les jeunes filles. Voilà, il disait toujours des trucs comme ça. Donc Stéphane Minca va chez lui sans caméra et lui demande donc une interview, de discuter avec lui. Donc Stéphane Minca, il lui pose des questions, voilà, il lui dit bon, on est d'accord, les filles qui ont disparu, vous les connaissiez? Donc Émile Louis dit oui, je les connaissais, c'est moi qui les amenais en gare, mais il reste toujours sur les mêmes histoires, à savoir mais pourquoi je les aurais tués, j'ai aucune raison, je sais rien de leur mort, moi je pense que c'est peut-être telle personne, enfin, il fait un peu de spéculation. Et Minca, lui, il le connaît très très bien, le dossier, et donc il essaye de le pousser dans ses retranchements. Et donc il lui dit mais en 81 apparemment on a un témoin qui nous a dit qu'il a... Enfin pas qui nous a dit du coup vu que lui il est pas gendarme, mais il dit un témoin qui a dit vous avoir vu creuser un trou qui pourrait correspondre aux dimensions d'un corps, etc. Et Émile Louis dit oui non mais j'ai creusé un trou, mais vous savez pourquoi? C'était pour piquer mes endives parce que je jardine, c'est tout. Donc voilà, il a réponse à tout. Il finit par dire à Stéphane je suis un bouc émissaire et de dire que c'est un réseau qui est derrière tout ça. Ça fait plusieurs fois que j'évoque cette histoire de réseau parce qu'en fait ça a été une vraie rumeur. Il y a eu une vraie rumeur autour d'Auxerre qui a tourné pendant plusieurs années comme quoi c'était un réseau qui aurait enlevé les jeunes filles. Alors c'était pas une rumeur qui était en faveur d'Émile Louis parce qu'en fait la rumeur disait que Émile Louis kidnappait les jeunes filles pour le réseau. Mais bon, il n'y a jamais eu aucun élément très concret sur ça et donc les gendarmes sont jamais allés sur cette piste là. Il y a la fille aînée de Émile Louis qui a fait une déclaration à ce moment et qui dit qu'elle a été violée quand elle était petite par donc Émile Louis, que sa mère aussi a été violée. Et c'est pas tout, elle dit que à la fin des années 60, dans une forêt, elle a vu son père éventrer une jeune fille
2000, Émile Louis il accepte une nouvelle interview filmée à la télé, mais cette fois-ci il va être filmé de dos parce qu'il dit qu'il en a marre qu'on le reconnaisse dans la rue. Donc on peut se dire une nouvelle interview, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il a à dire finalement. Bah en fait il dit rien à part le fait que en fait il parle de lui et il se plaint de son traitement qu'il a, il se plaint de son enfance. Par exemple il raconte un événement qui s'est passé pendant son enfance vers la fin de la guerre en 1944. Il raconte qu'il y a des résistants qui sont allés chercher ses 3 sœurs, qu'ils les ont emmenées sur la place publique, qu'ils les ont tondues, qu'il y a tous les gens du pays qui étaient là, que tout le monde les regardait comme des bêtes sauvages, et qu'il a dit à son père t'inquiète je me vengerai, mais au final il n'a jamais pu les venger et il s'en veut. En vérité il s'est vengé. Il dit qu'il s'est pas vengé mais il s'est vengé parce qu'à l'âge de 14 ans il a mis le feu à la croche d'un des résistants, d'un de ceux qui avaient tondu une de ses sœurs. Et il n'a pas été condamné pour ça parce qu'un psychiatre a jugé qu'il était dément et irresponsable. En faisant quelques recherches, j'ai appris que en fait c'était lui qui avait dénoncé ses sœurs. En fait ses sœurs avaient couché avec des Allemands et c'est lui qui était allé voir les résistants pour dénoncer ses sœurs et qui les avait amenés à leur cachette. Donc bon, c'est une anecdote vu qu'il en a parlé dans son interview, je voulais vous rajouter cette petite information. Donc Émile Louis, on va parler très rapidement de son enfance. Comme très souvent les tueurs, quand on regarde leur enfance, ils ont souvent eu une enfance un peu pourrie, ce qui n'excuse rien, mais ce qui peut peut-être nous aider à comprendre au moins un petit peu. C'est un enfant de la DAS, lui aussi, comme ses victimes. Il a été abandonné à la naissance et placé en famille d'accueil, lui aussi comme ses victimes. Quand il était à la DAS, petit, il a vu pas mal de psychiatres et ils ont tous mis en avant la haine qu'il avait de lui-même et des femmes. Certains des psychiatres l'ont qualifié de pervers. Une autre chose, il a été établi qu'il a été violé quand il était plus petit. Mais ça, Émile Louis dit que c'était rien, que ça l'a pas du tout traumatisé, etc. Il se marie assez jeune et avec sa femme, ils ont 4 enfants. Et il commence à accueillir des enfants en tant que famille d'accueil, sûrement pour arrondir leur fin de mois. Et donc ils accueillent 2 enfants d'abord abandonnés à la naissance et après ils accueillent 3 autres enfants qui ont aussi perdu leurs parents, 2 garçons et une fille, la fille donc qui s'appelle Jacqueline. Jacqueline c'était sa préférée, apparemment il n'y en avait que pour elle, il lui faisait des câlins, il était hyper gentil avec elle, etc. Et il était très tendre avec elle, beaucoup plus qu'il ne l'était avec ses propres enfants. Et Jacqueline, elle fait partie des 7 disparus de l'IME. Depuis l'ouverture donc de l'instruction dans l'affaire des disparus de Lyon, 3 années se sont passées. Et là le juge, voilà, il a vraiment la certitude qu'Émile Louis les a tués tous les 7. Mais on est toujours au point où pas de preuves, pas de cadavre, et donc on risque que le dossier soit classé à nouveau. Et là le juge, c'est bon, il décide de faire un coup de poker, parce que sinon c'est sûr que ça va être classé, on n'arrive pas à avancer, on n'arrête pas de fermer ce dossier, et donc il se dit on tente le tout pour le tout. Et là il fait un truc incroyable, le mardi 12 décembre 2000, il fait interpeller Émile Louis chez lui à Draguignan et le fait passer en garde à vue chez les gendarmes. Pendant la garde à vue, les gendarmes en fait, ils vont mentir à Émile Louis. Ils ont compris que Émile Louis, il allait rien dire, il allait jamais avouer, il arrête pas de dire que c'est la mafia, les réseaux, il trouve tout, il va jamais avouer. Et donc les gendarmes ils lui disent que les faits dont il est accusé remontent à plus de 10 ans, ce qui veut dire qu'il y a prescription et ce qui veut dire qu'il peut leur avouer tranquillement ce qu'il a fait parce qu'il lui arrivera rien. Les gendarmes ils lui disent que ça serait juste bien pour les familles des victimes, mais que lui il n'a pas à s'inquiéter, il n'y aura aucune
conséquence, dans 48 heures, il retourne chez lui. Donc Émile Louis, il dit ah ouais, il est quand même au début un peu sceptique, moi je connais pas la loi, faites-moi voir le texte de loi. Les gendarmes ils lui montrent, regardez là c'est marqué, voilà 10 ans après les faits, les crimes sont prescrits, donc voilà vous pouvez pas être poursuivi. Il mente, hein, on en parlera un petit peu de cette histoire de prescription, il mente, mais en tout cas ça marche. Et donc là Émile Louis, il avoue tout quoi, il avoue les 7 meurtres, les uns après les autres. Il dit qu'il a été possédé par une force qui le poussait à tuer, qui sait même pas comment il a tué. Il parle là, au début il parle d'un meurtre en particulier, on sait pas trop de qui il parle, mais il dit qu'il était au pied de son corps, qu'il a appelé pour la réveiller, qu'il est resté auprès d'elle une demi-heure, 3/4 d'heure, après que la bestiole l'ait quitté. Donc la bestiole, c'est en gros c'est quand il a sa pulsion, il dit que c'est une bestiole. Il dit qu'il a réalisé qu'il a fait une connerie, qu'elle respirait plus, mais il n'y avait pas de traces de sang. Et donc il continue à tout leur raconter. Il reconnaît qu'il a assassiné entre 1977 et 1979 les 7 jeunes filles, donc les 7 disparues de l'IME. Par contre il manifeste aucun remords et il arrête pas de dire que le coupable c'est pas lui, c'est la bestiole qui est en lui. Pendant ses aveux, Émile Louis, il a cité seulement 2 noms. Il a cité le nom de Françoise Lemoine et il dit que c'était sa maîtresse. Et il a cité celui de Jacqueline Weiss, qui connaissait, c'était celle qui habitait chez lui. Les autres, il dit qu'il se souvient plus. Mais il livre des détails sur chacun des meurtres et ces détails-là permettent aux gendarmes de réussir à dire quel meurtre correspond à quelle jeune fille. Par exemple, pour un des meurtres, il dit que le meurtre a eu lieu sur une route départementale, plus précisément dans un croisement, et que la jeune fille avait 15 ans. Et donc les gendarmes ils arrivent à comprendre qu'il s'agit de Martine Renaud parce qu'elle avait 15 ans et que là où elle habitait c'était à 300 mètres du croisement en question dont Émile Louis parle. Autre chose, pour un autre meurtre, il dit qu'une des jeunes filles avait les cheveux tondus à ras. Et donc là les gendarmes ils comprennent que c'est Bernadette Lemoine parce que on sait qu'à ce moment-là en fait, avant qu'elle soit disparue, elle avait été tondue parce qu'elle avait des bouts. Et en tout cas, tous ces détails qu'il donne, il se rend pas compte qu'il se tire encore plus une balle dans le pied. Parce que si à un moment, il décide de revenir sur ses aveux et de dire qu'il a dit n'importe quoi, et pas personne ne le croira parce qu'il a donné trop de détails que seulement le tueur pouvait savoir. Donc il est foutu. Les gendarmes ils lui disent pas tout de suite qu'ils ont menti et qu'il n'y a pas prescription parce qu'il faut qu'ils sachent où sont les corps. On est toujours dans ce problème où s'il n'y a pas les corps on ne peut pas l'accuser de meurtre. Donc les gendarmes ils lui montrent une carte et ils lui demandent de montrer où est-ce qu'il est enterré. Donc il leur montre un endroit qui est au bord du Serein, la rivière où ils étaient pourtant allés chercher. Et c'est la rivière où lui il allait pêcher. Donc ils vont sur place avec lui et puis il lui demande de montrer du doigt où est-ce qu'il a enterré les corps. Je vous épargne le fait que la route est très longue pour arriver jusqu'à l'endroit où les corps ont été enterrés parce qu'il a été mis en garde à vue à Draguignan et que là ils vont dans Lyon, donc il y a pas mal de trajets. Donc il montre où est-ce qu'il a enterré les corps. Les gendarmes sur place notent bien les endroits et donc ils iront fouiller plus tard. Et donc là, les 48 heures de garde à vue sont passées et les gendarmes informent Émile Louis qui va être conduit au palais de justice d'Auxerre en vue de sa mise en examen pour enlèvement et séquestration et plus tard après la fouille pour meurtre. Et là, Émile Louis en fait il a pas tout de suite capté qu'il a été berné finalement parce qu'il est toujours avec cette histoire de prescription à dire qu'il va rentrer chez lui, qu'il y a eu prescription, etc. Mais bon, il est quand même amené au palais de justice. Là, il rencontre pour la première fois son avocat qui lui dit tout de suite que c'est sûr qu'il va être incarcéré. D'ailleurs, dès ce soir, il va dormir en prison avec les aveux qu'il a fait, etc. Et lui,
fait je sais pas combien de temps qu'on le harcèle et qu'on lui demande de faire des aveux, donc il a voulu leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre mais que c'est faux, etc. Le lendemain, les aveux d'Émile Louis, ils font la une de toute la presse et il y a quand même cette histoire de prescription qui est au cœur, même dans les journaux, quand même du questionnement. Les gens se demandent, comme les faits sont très anciens, les gens se demandent si Émile Louis va réussir à échapper aux poursuites. Au passage, le fait que les journaux parlent de cette affaire, ça a été aussi l'occasion pour qu'ils mettent une bonne fois pour toutes un terme à la rumeur comme quoi Émile Louis travaillait avec un réseau, pour dire que non, pas du tout, il est travaillé tout seul, il n'a pas eu de complice. Donc on arrive au point où là, maintenant ils doivent aller chercher les corps. Et donc ils vont creuser là où Émile Louis a montré qu'il a enterré les corps. Ils creusent et au début ils trouvent rien. Et à 1 mètre de profondeur, ils finissent par tomber sur un squelette ligoté et bâillonné qui porte des vêtements de femme. Donc ils attendent après les analyses génétiques qui leur révélera de qui il s'agit. Ils continuent à rechercher les autres corps, donc jour et nuit, mais ils n'arrivent à trouver rien d'autre. Ils continuent quand même et au bout de quelques jours, ils tombent sur des vêtements de femme à moitié brûlés. Et dans la foulée, ils tombent aussi sur une valise enterrée. La valise, elle est bourrée de vêtements de femme, mais il n'y a aucun ossement. C'est dur, aucun ossement. Et pas d'autres cadavres. C'est embêtant, mais les vêtements qu'il y a dans la valise, ça n'a aucun doute. Ce sont des
protection des jeunes filles, mais la prescription c'est 10 ans après le dernier acte d'instruction. Et donc chaque acte d'instruction, ça relance la procédure, donc ça interrompt la prescription. Dans ce dossier, la question elle se pose, est-ce que l'enquête elle a débuté avant la prescription des 10 ans? Donc les avocats des familles des disparus, ils se mettent à fouiller dans le dossier à la recherche d'une réponse et ils tombent sur une lettre du procureur adressée à la direction des affaires sociales et sanitaires qui date de 1983. Ils demandent à la Cour de cassation si ça suffit et la Cour leur répond que oui, donc il pourra être jugé et ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Une autre question se pose. Émile Louis, il aurait donc violé et tué ses filles vers la fin des années 70. On peut se demander, et depuis, vu son profil, ça paraît très improbable qu'il n'ait pas fait d'autres victimes jusqu'au moment où après il a été interpellé. Donc il y a une cellule baptisée Émile 83 qui est créée et qui cherche d'autres victimes. Ils en ont trouvé aucune, mais voilà, il reste dans l'idée que c'est pas possible qu'il n'a pas fait d'autres victimes. Et donc c'est à ce moment-là que sa dernière épouse, qui s'appelle Chantal et qui est handicapée mentale aussi, elle décide de prendre la parole. Elle dit qu'elle s'est mariée avec Émile en 92. Elle ne savait pas qu'il avait fait de la prison pour les attouchements. Elle dit qu'après son mariage, il l'a violée et torturée et qu'il a fait la même chose à sa fille Karine, qui avait 14 ans. Il est donc de nouveau placé en garde à vue pour les crimes commis sur sa fille, sa belle-fille. Et au début, il dit que c'est vrai et après il se rétracte. Marilyn, sa fille aînée, elle avait révélé, vous vous souvenez, que elle aussi et sa mère avaient été violées et battues. Et elle décide de publier un livre qui s'appelle Être la fille d'Émile Louis. Le premier procès qui s'ouvre est devant la cour d'assises de Draguignan en mars 2004. Dans ce procès, il est jugé pour les viols accompagnés de tortures et d'actes de barbarie qui ont été commis sur sa deuxième femme Chantal et sur sa belle-fille de 14 ans. Il nie tous les faits, sauf que 4 amis du couple sont appelés à la barre et que ces amis-là disent que elles aussi, elles ont été droguées et violentées par Émile Louis. Et lui, il dit que pas du tout et que c'était toutes ses maîtresses. Le verdict de ce premier procès, 20 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Il fait appel. Ensuite, on a le deuxième procès, le procès pour l'affaire des 7 disparus. Ce procès-là s'ouvre à Auxerre en novembre 2004 et il reste sur sa ligne, donc il continue de nier. La question de sa personnalité, elle est au cœur des débats, comme souvent dans les procès. Et à un moment, le président de la cour d'assises demande à ce qu'il y ait un transfert sur les lieux où les corps ont été enterrés. Et on lui demande de remontrer les
il y a quelque chose qui fait dans la loi que du coup il a eu 18 ans de sûreté et pas 22 ans comme il aurait eu plus tard. Donc il fait encore appel. Maintenant on a les deuxièmes procès, donc les procès pour des appels. Donc le procès en appel pour l'affaire des viols et tortures sur sa femme et sa belle-fille, il avait pris 20 ans au premier procès et là il en prend 30. Et pour le procès en appel sur le dossier des disparus de Lyon, ce procès-là a lieu en 2006 à Paris et il prend de nouveau perpétuité avec 18 ans de sûreté, donc la même peine. À ce moment-là, il a 72 ans et il meurt à 79 ans en prison. Concernant les corps qui n'ont pas été retrouvés, ça m'a beaucoup intriguée et donc j'ai fait quelques recherches et je vais vous donner, il y a deux hypothèses au pourquoi du comment. On n'a retrouvé que 2 corps sur 7. Première hypothèse, la terre où il a enterré les corps est une terre sableuse et je vous le rappelle, il y a un ruisseau, le Serein, qui longe du coup là où il a enterré, et donc il y avait souvent de grandes crues. Donc une des hypothèses, c'est que les corps ont pu être emportés à l'occasion de crues. La deuxième hypothèse, ce serait bien les animaux et les phénomènes de la nature entre le moment où les corps ont été enterrés et le moment où ils ont voulu le déterrer. Vous avez vu dans le récit que ça a mis beaucoup de temps, on est sur j'ai l'impression 20 ans d'enquête, on ferme le dossier, on le rouvre, et en plus de 20 ans et les phénomènes de la nature et les animaux ont pu faire disparaître entre guillemets les corps. C'est une possibilité. En tout cas, il y a une certitude quand même, c'est que le nombre de vêtements trouvés dans la valise, le fait que les vêtements soient de tailles différentes, tout ça et les tailles différentes correspondent aux différentes jeunes filles, et en plus certains vêtements ont été reconnus par les familles des victimes. Donc en tout cas, pas de doute sur le fait que c'est bien lui qui a kidnappé et tué les jeunes filles, même celles dont on n'a pas retrouvé les corps. Sacrée histoire qui nous rappelle que voilà, il y a le côté enquête, mais qu'il y a des procédures judiciaires et que c'est vrai que parfois les procédures judiciaires, ça peut être c'est même pas un frein quoi, mais c'est, on va dire, un frein à l'enquête.